Bon. Bonjour. Merci en tous les cas pour être si ponctuel pour le début de ce webinaire qui va être sur la crise, un peu de vous donner quelques trucs et astuces sur comment la gérer et aussi sur les sujets de la communication. Et puis après, on vous présentera ça. Plus largement, après, le programme de ce webinaire, on a 1h30 devant nous. Petit rappel de règles de bonne conduite dans des webinaires. On est assez nombreux, donc je vous inviterai à couper vos micros pour pas avoir trop d'interférences. À noter que donc on a lancé l'enregistrement puisque certaines personnes n'étaient pas disponibles donc, sur ce créneau-là. Donc comme ça, on pourra l'utiliser en replay. Et puis même vous, si vous souhaitez revoir ce webinaire au coin du feu, comme ça, ce sera possible. Donc faut pas hésiter. Donc voilà, je vous demande bien de couper le micro. Vous pouvez mettre vos caméras si vous voulez. Ah là là. Et comme ça, ce sera parfait. Alors attendez, j'ai un Nico. Et on va pouvoir commencer très prochainement. Ouais, bonjour à tous, bonjour à tous. Hein, tout le monde arrive, on commence dans 1-2 minutes. Et quelques minutes d'attente. Voilà. En profiter pour me présenter. Et puis voilà, ce sera pas mal. Pour faire attendre, ça va faire venir la foule. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Benjamin Perdreau. Je suis directeur au sein de la coopération agricole d'une équipe qui s'appelle Compétitivité et Transition. Et donc, on va traiter tous les sujets liés à la RSE, liés au carbone, à la bioéconomie, les filières bio, les relations commerciales. Et donc, j'en oublie forcément sur les sujets eau aussi. Donc voilà. Et on anime beaucoup de groupes de travail différents dans lesquels vous êtes bien entendu les bienvenus, puisqu'on a besoin de vous pour nous nourrir sur les différents sujets. Hop. Et rappel, on coupe les micros. Et je coupe les micros de façon autoritaire, j'en suis désolé, mais ça permet comme ça de mieux s'entendre durant le webinaire. Donc on va commencer 14h03. Donc merci à tous, en tous les cas, pour votre participation nombreuse. Donc le programme de ce webinaire de cet après-midi, je vais attaquer, puisque on va un peu aller vous donner quelques trucs et astuces sur les bonnes pratiques de la gestion de crise. Vraiment, voilà, une idée globale de comment aborder ce sujet-là, parce que c'est des sujets sur lesquels il faut que les coopératives se préparent, parce qu'une crise, on ne sait pas tellement quand elle arrive, mais il y a quand même de fortes probabilités que ça arrive sur différents sujets. Donc, il faut se préparer, il faut s'entraîner sur le sujet. Ensuite, je laisserai la main à Simon Sielles, qui se présentera tout à l'heure, où on fera un focus plus particulier sur quel type de communication il faut adopter en ces temps de crise. Voilà. Et après, on aura la chance d'avoir 2 retours d'expérience. Je remercie Émilie et Fanny d'avoir accepté, en tous les cas, de se prêter à cet exercice pour partager avec vous ce qu'elles ont mis en place et aussi leur retour d'expérience sur qu'est-ce qui a amélioré, qu'est-ce que ça a impacté dans l'organisation de leur coopérative, que je remercie fortement, et puis elles se présenteront à ce moment-là. Et bien entendu, à la fin, une séquence de questions-réponses pour répondre à toutes les questions que vous auriez pu avoir durant ce webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui arrivent au fil de l'eau, à les poser dans le chat, puisqu'on pourra les reprendre ultérieurement. Donc on va commencer. Et non, Xavier, c'est bon, on commence. Vous n'avez pas raté grand-chose, à part ma présentation, mais qui n'était pas très intéressante, de moi-même. Donc voilà. Les bonnes pratiques de la gestion de crise, donc ça, c'est moi qui m'y colle. Déjà, c'est quoi une crise? C'est quoi une crise? Bon, il
il y a pas mal de définitions différentes. Donc là, on vous en a retenu une. Donc et on va éteindre les micros pour mieux s'entendre. Hop là. Et donc c'est une crise, une rupture dans le fonctionnement normal d'une organisation ou de la société. Donc, fonctionnement normal. Et là, il y a un événement brutal soudain. Et si on me coupe le micro, ça va être difficile. C'est pas moi qui l'ai fait. Et donc, cet événement brutal va menacer en tous les cas le bon fonctionnement, la stabilité, voire même l'existence, puisqu'on peut avoir des crises plus ou moins importantes, de la structure de la coopérative. Et donc, en raison de son caractère brutal, soudain et même la plupart du temps pas prévu, l'élément déclencheur appelle une réaction urgente. Donc ça, on est vraiment sur une crise. Et le message derrière, et ce que je vous ai déjà un peu dit, c'est la crise n'est pas une fatalité. Il faut avoir ça en tête quand vous opérez dans une coopérative agricole. De toute façon, ce n'est pas une fatalité. La crise peut intervenir, c'est-à-dire tous les jours, mais voilà, il peut y avoir quand même des crises qui apparaissent et il faut que la coopérative, en tous les cas, se prépare pour adopter les bons réflexes pour faire face à cette gestion de crise et donc limiter après l'impact de la crise. Donc ça, il faut vraiment avoir cette idée que la crise, ce n'est pas que pour les autres, tout le monde est concerné. Donc, il faut vraiment avoir, déjà mettre en place pas mal de choses qu'on va voir juste après, mais s'entraîner aussi sur ces sujets de gestion de crise pour que, face à une réelle crise, on adopte les bons réflexes. Donc, un peu les tips, c'est vraiment, vraiment, on va dire, très macro, les différents sujets. C'est vraiment, à la base, c'est quoi les risques qui tournent autour de ma coopérative. Donc ça, c'est la première étape. On va revoir ça juste après, hein. Là, c'est juste, je vous pose les 4 phases classiques d'une gestion de crise. Et donc, ce que je vous dis, à tester de temps en temps, de faire des tests, hein, sur le sujet. Faut pas hésiter. Je sais qu'il y a pas mal de coopératives qui testent de temps en temps des situations de crise, justement pour s'entraîner. Après, on a identifié ces risques. Le deuxième étape, c'est est-ce qu'on est dans une crise ou pas? Ouais. À quel niveau on détermine qu'on passe dans une crise ou on reste, on va dire, dans une veille attentive, hein, sur un sujet? Et une fois que cette crise est qualifiée, elle est existante, on met en place un dispositif de gestion de crise. Donc, on va voir quelques éléments. Et puis après, Simon fera vraiment un focus sur la communication, puisqu'on va voir, c'est quand même un élément important durant toute cette période de crise. Il faut pouvoir communiquer aussi bien en interne qu'en externe avec ses parties prenantes. Et un élément qui est souvent aussi mis de côté, parce qu'on a passé la crise, donc ouf, on est content, et on redevient, on va dire, plutôt à un état normal au sein de notre structure, c'est analyser. Analyser la crise après coup. Donc, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour faire face à une prochaine crise? Donc ça, il faut vraiment avoir ces 4 étapes un peu en tête, qui sont des étapes, voilà, très, très génériques, mais il faut vraiment avoir ça en tête. Donc si après, on fait un focus sur les risques. Les risques, de toute façon, vous travaillez, le risque zéro n'existe pas, ça, vous le savez, je pense bien. Et donc, il faut continuer vos activités, enfin mener vos activités sur le sujet en les prenant en compte. Des risques, vous en avez plein de différents. Naturels, bien sûr, on a vu, hein, toutes les inondations qui ont touché les Hauts-de-France, et un certain nombre de coopératives qui ont été touchées par ces différentes menaces. On peut avoir des risques aussi technologiques, hein, un silo qui prend feu, ce genre de truc, ou une pollution, un déversement accidentel d'effluents dans un cours d'eau, c'est des choses aussi qui peuvent arriver. Sanitaire, malheureusement, pas mal de crises sanitaires durant ces derniers temps. On en parlera plus tard, entre grippe aviaire, épizootie bovine ou de la salmonelle, ce genre de trucs-là. Aussi, quelque chose qui a pris énormément d'ampleur durant ces dernières années, c'est tout ce qui est cyberattaque. Je pense qu'il y a pas mal de coopératives qui sont passées par là. Et même la coopération agricole est passée par là, hein. Là-dessus, on se voile pas la face. Donc, on est tous concernés sur le sujet. Ou après, d'autres types de menaces comme terrorisme. Bon, là, j'ai pas tellement explicité, mais on voit à peu près ce que c'est. Et après,
d'identifier à peu près tous ces risques, ils n'ont pas forcément la même importance pour votre structure. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une analyse en matrice hein, sur le sujet fréquence-gravité. Ça, vous connaissez bien. Hein. Est-ce que c'est un risque qui peut arriver de façon fréquente? Est-ce que quand il arrive, est-ce que c'est quelque chose de grave? Donc là, vous arrivez sur un tableau, on va dire, abscisse ordonnée. Et si vous êtes sur quelque chose de fréquent et de grave, bah, faut quand même se questionner. Mais de regarder après, bah, aujourd'hui, dans notre structure, quels sont déjà les moyens qui sont mis en place pour maîtriser ce risque-là. Et donc, à partir de cette petite analyse de risque, fréquence, gravité, moyen de maîtrise, vous arrivez à identifier les principaux risques qui tournent autour de votre structure. Donc ça, vous avez en tête déjà, on va dire, une cartographie des principaux risques de votre structure. Et ensuite, là, on va dire, voilà, il y a ce premier cartographie qui a été faite. On voit à peu près les risques qui peuvent nous tomber sur la tête. Et donc après, c'est, bah voilà, on voit qu'il y a des choses qui commencent à monter. Donc, est-ce qu'on est en situation de crise ou pas? Donc là, il y a un rôle qui est essentiel, c'est tout ce qui est veille. Veille sur différents, hein, sur les médias, sur les réseaux sociaux, veille aussi auprès de vos adhérents, enfin voilà, ou vos parties prenantes. Mais donc, là, il faut vraiment réussir à qualifier, hein, parce que contrairement à rumeur ou à l'intox, la crise est fondée. Donc ça, il faut vraiment avoir ça en tête. Et donc, est-ce qu'il y a crise ou pas? Bah, c'est aussi une décision qui se prend collégialement. Donc, qu'est-ce qui se passe déjà, hein? C'est la description de la situation. Je sais pas, il y a la grippe aviaire, donc il y a un de chez nos adhérents, on a, identifié ou même on va dire plutôt sur les oiseaux sauvages, on a identifié, des animaux qui étaient contaminés. Bah, déjà, ça voilà, on l'intègre, ça peut monter un peu le degré de risque sur le sujet. Ensuite, et ben voilà, on a la situation. Quels sont les impacts de cette situation pour notre entreprise? Alors normalement, ça a déjà été fait au travers de votre analyse des risques que vous avez fait. Donc vous savez, bah, si, il y a une problématique sanitaire, heu, bah, quel impact ça peut avoir? C'est-à-dire que, à nouveau, on vide, tous les, tout ce qui est, tout ce qui est, on va dire pour les volailles et les choses comme ça, on met à l'arrêt les abattoirs, enfin bon, Socha. Donc ça, c'est vraiment aussi les risques pour l'entreprise et les victimes. Hein, victime, ça peut être rester très interne, on va dire, à l'entreprise, mais on peut aussi avoir des choses qui vont au-delà sur des parties prenantes et tout à l'heure je parlais de salmonelle, bah, salmonelle, ça va jusqu'au consommateur. Et donc après se questionner, mais la responsabilité de l'entreprise, est-ce qu'elle est engagée ou non? Donc ça, c'est vraiment les 4 éléments à voir dans son analyse collégiale pour dire: «Est-ce qu'on est en crise ou pas?» Et au-delà de ces 4 éléments, c'est se dire: «Bah, in fine, est-ce que ma réputation est en jeu de manière durable?» Et là, si la réponse est oui, eh ben, on arrive en crise. Et donc derrière, si on arrive en crise, il faut une équipe derrière et donc c'est la cellule de crise qui est le lieu d'échange sur le sujet. Donc c'est plusieurs personnes dans de la structure qui vont se rassembler de façon régulière. Alors la composition est mouvante, hein, mais bon, en tous les cas, il faut avoir un directeur, qui est là, de la direction juridique, des ressources internes, de la communication aussi, Simon remettra une couche sur le rôle de la communication, avec voilà, des rôles qu'on doit attribuer entre un coordinateur de la cellule, le décideur, qui peut être le directeur général la plupart du temps, la personne qui va relayer aussi les messages en interne pour informer sur la situation en cours et un secrétaire de séance pour, bah, qui peut être aussi le coordinateur de la cellule pour, bah, tout inscrire de tout ce qui se passe dans le sujet. Donc la cellule, c'est vraiment l'opérateur, durant la crise qui va vraiment, bah, essayer de traiter cette crise-là et donc de passer après, de revenir à un état normal. Je dis cellule de crise, donc voilà, on est plutôt sur quelque chose d'interne. Composé, bah, c'est très mouvant, hein. Si on est sur une cyberattaque, bah, oui, tout ce qui est service informatique sera intégré aux discussions, ça c'est clair. Donc faut pas vraiment après être sur un on va dire sur quelque chose de gravé dans le marbre. Il faut pouvoir, avoir une évolution mouvante de la composition de cette cellule. Avoir en tête aussi, c'est s'appuyer sur des compétences externes. On n'est pas forcément, expert sur tous les sujets. Si on reprend ces éléments sur tout ce qui est
tout ce qui est cyberattaque, on n'a pas forcément les connaissances. Donc, il y a des services de l'État qui peuvent vous accompagner sur tous les sujets de cyberattaque. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à aller contacter ces parties prenantes externes qui sont concernées par la crise et qui peuvent vous aider dans cette réflexion. Et donc, le dispositif de communication de crise doit accompagner ce dispositif de gestion de crise pour communiquer aussi bien en interne qu'en externe. Et on verra avec les messages en plus. Simon vous fera ça parfaitement. Et un dernier élément que je voulais mettre en exergue un peu pour ouvrir ce sujet de la gestion de crise, et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est malheureusement souvent c'est mis de côté parce qu'on est heureux de sortir d'une situation de crise, c'est faire le bilan calmement pour aller sur une amélioration continue de comment la coopérative va gérer les crises. Et donc, voilà, faut pas le mettre de côté. Hop là, faut pas le mettre de côté, ça. Et c'est très bénéfique en tous les cas une fois que la crise est passée, de se rassembler à tête froide, on va dire, pour pouvoir s'interroger sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché. Donc, on doit aussi regarder comment on a communiqué. La communication de crise doit être intégrée un peu dans ce scope, ce bilan qu'on effectue. Si l'entreprise a un guide de gestion de crise, bien sûr, avec toutes ces remontées, il faut le mettre à jour, bien entendu. Et il ne faut pas hésiter aussi à faire appel à des tiers. Là aussi, déjà, durant la crise, faire appel à des tiers, des parties prenantes externes qui sont concernées par le sujet, c'est clair. Mais là aussi, dans cette analyse à froid, ça peut être bien aussi de s'appuyer sur des compétences externes pour avoir un regard, on va dire, critique et impartial sur ce qui a été mis, ce qui a bien marché. Ça peut être aussi intéressant d'évoquer ce sujet. Et donc, ce que je vous disais, en rappel, et je vais passer la main à Simon juste après, le risque zéro n'existe pas. Et donc, ces 4 étapes-là que je vous ai présentées très grossièrement, très rapidement, il faut vraiment l'anticiper, le préparer et le tester pour pouvoir, voilà, encore une fois, je me répète, mais adopter les bons gestes une fois que vous serez en situation de crise et que ça ne part pas dans tous les sens. Donc voilà, ça vraiment, ça à avoir en tête. Et donc maintenant, on va faire un focus avec Simon sur la question de tout ce qui est communication de crise. Et je laisse Simon prendre la... Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Je pense que oui. Donc enchanté, donc, je suis Simon Silès et je suis chef de projet de la communication digitale à la direction de la communication et des relations extérieures à LCA. Et donc voilà, comme l'a dit Benjamin, donc moi je vais faire un petit focus sur la communication de crise à proprement parler, qui est vraiment en fait une part très importante de la gestion de crise de manière générale. Donc forcément, je vais reprendre des éléments qu'a dit Benjamin, mais en ayant avec un biais en fait très communication. Pardon, Benjamin, il faut que tu passes les slides, je crois. Alors donc les grandes lignes. Donc en fait, les enjeux et les objectifs de la démarche, ce qu'il y a vraiment en jeu, donc au sens premier du terme, l'enjeu en fait, c'est vraiment l'efficacité de la communication. Donc en fait, ce qui est important, c'est la cohérence, parce que ça, du coup, on va le voir en fait, et vous avez sans doute des exemples en tête, il y a beaucoup de manque de cohérence parfois au sein d'une entreprise, au sein de n'importe quelle organisation, sur les prises de parole en fait qui sont faites là-dessus sur la communication de crise. Et là où on veut arriver, en fait, c'est anticiper, coordonner, en fait, et sensibiliser les responsables aussi de la coopérative. Ce qui est important, c'est qu'en fait, la gestion de communication de crise, elle a été rarement anticipée quand il y a des problèmes, en fait. Et quand ça se passe plutôt bien, c'est qu'elle a été plutôt bien anticipée. Donc, en fait, il y a 2 choses à retenir qui sont très importantes. C'est la cohérence de la communication et aussi l'anticipation de celle-ci. Donc alors pourquoi gérer en fait sa communication de crise? C'est que souvent, vous le savez, le gros en fait, il est vu comme quelqu'un de méchant. Et en fait, une entreprise très souvent en fait, elle est assez qualifiée de coupable en fait, même si son innocence n'a pas encore été prouvée. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est très important d'être proactif en période de crise. C'est essentiel et aussi très essentiel pour être proactif et pour être cru, entre guillemets, pour montrer qu'en fait, on n'a rien à se reprocher, d'être très clair. Vous savez, on dit quand il y a un loup, c'est que c'est flou. C'est vrai que c'est un petit peu ça. La transparence, en fait, est très importante. Et c'est des fois une transparence, j'ai un exemple qui me vient en tête, un exemple de transparence très clair, en fait, qui est celle de la gestion de crise, de communication de crise
une centrale nucléaire, où en fait il montre en fait avec un plan exactement où s'est passé par exemple tel ou tel incident, mais au moins voilà, on sait que c'est clair, on sait que c'est maîtrisé, on sait que le problème s'est passé à tel ou tel endroit. Donc voilà, la transparence. Donc en soi, donc qu'est-ce qu'une crise? Donc il y a certains grands noms que vous devez à peu près tous connaître. Donc Kennedy, il a dit il a rappelé qu'en chinois le mot crise il est formé de 2 caractères, l'un le danger, l'autre l'opportunité. Donc vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Et Warren Buffett, il a dit aussi qu'il fallait 30 ans pour construire une réputation. Donc la réputation, c'est un petit peu différent de la notoriété. La réputation, elle est bonne ou mauvaise, quoi, même si on est plus ou moins connu. Mais il faut que quelques heures pour la détruire. Il y a aussi le PDG de Coca-Cola qui avait dit « Je préfère que toutes les usines Coca soient détruites plutôt que la réputation de Coca-Cola ». Ensuite, donc Jacques Attali, qui a précisé que ce qu'on nomme la crise n'est que la longue et difficile réécriture qui sépare 2 formes provisoires du monde. C'est vrai qu'entre 2 périodes de stabilité, voilà, il y a une période de crise, et on peut montrer qu'en fait, cette crise-là, même si elle est difficile à gérer sur le moment, elle peut amener une situation plus stable dans un second temps. Et Bill Gates qui a dit que le succès est un mauvais professeur, il pousse les gens intelligents à croire qu'ils sont infaillibles. C'est vrai que souvent, en fait, quand il y a une crise, on apprend, et c'est souvent voilà, l'occasion en fait, aussi de se remettre en question et de voir qu'on a des faiblesses et qu'on n'est pas, comment dire, invincible. Ensuite, donc la directrice d'une agence de communication spécialisée dans la prise de parole et la gestion de crise, aussi la communication de crise, elle a dit que la perception, c'est la perception qui fait la crise et pas toujours les faits. En fait, c'est vrai que ça rejoint ensuite sa deuxième phrase, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir raison pour réussir sa communication. Si c'était aussi simple que ça serait vraiment top, mais pour le coup, donc j'entends Nicolas qui réagit au niveau des forêts, mais c'est vrai que voilà, au niveau là-dessus, c'est vrai qu'avoir raison ne suffit pas malheureusement. Et ce qui est important aussi, c'est que le mea culpa, il est essentiel, mais il suffit pas. Il faut aussi dire voilà, on s'excuse, voilà, nous avons fait des erreurs. Il faut aussi des actions et communiquer sur ces actions pour montrer en fait qu'on a changé, qu'on a évolué et que la crise nous a fait grandir. Et enfin, donc, il y a un psychanalyste suisse qui expliquait que les crises et les bouleversements ne surgissent pas par hasard, ils servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, etc., etc. Effectivement, et donc Pierre Mauroy qui expliquait que la crise n'est pas comme une maladie dont on peut sortir, elle est plutôt comme une sorte de nouvelle naissance. Et ça, j'aime beaucoup cette idée parce que c'est vrai qu'il y a des sociétés qui se sont complètement réinventées avec une crise. Et je pense notamment à Nintendo, je ne sais pas si vous le savez, mais Nintendo existe depuis 1800 et quelques. En fait, ils faisaient des jeux de société et en fait, ils ont vu que le passage au numérique était vu comme une crise. Mais en tout cas, Nintendo est devenu un peu une sorte de nouvelle naissance parce que c'est devenu un des pionniers des jeux numériques. Et avant, c'était des jeux de société. Ça, c'est un bon exemple. Donc alors, les prérequis généraux, donc ça en fait c'est tout ce qu'il y a à avoir entre guillemets, à prévoir, à anticiper, donc ça avant la crise. Donc c'est très important d'initier les collaborateurs clés, donc ceux qui sont voilà, qu'on estime être comme étant avec des guillemets importants, à la communication de crise. Dialoguer continuellement avec les directions et les métiers, donc ça serait très important d'avoir en interne des process de communication qui soient fluides. Sensibiliser aussi les collaborateurs clés à la communication de crise. C'est qu'en fait, il faut qu'ils soient initiés, mais aussi sensibilisés, au sens où il faut savoir à peu près de quoi on parle. Et après aussi, ce qui est très important, en fait, c'est la stratégie de long terme qui est faite avec des relations médias, avec des relations digitales, avec les influenceurs, avec aussi les relations publiques, les affaires publiques. C'est important d'avoir des relais influents, parce qu'en fait, si on est le seul à parler dans une crise, on peut perdre un petit peu en légitimité. Et c'est vrai qu'en fait, si on a un soutien de d'autres acteurs, de d'autres parties prenantes, ça apporte beaucoup de légitimité en fait à notre discours et au message en fait qu'on voudra porter. Alors voilà, quelques notions clés un peu comme ça, mises un peu à la va-vite, mais voilà, c'est vrai que c'est important de se préparer, de se concerter entre nous, d'avoir de l'empathie, j'y reviendrai de temps en temps, comprendre l'autre, se mettre à la place de l'autre, se remettre en question aussi. Une partie exercice de média training qui est très important, donc évidemment, on n'envoie pas en fait face caméra quelqu'un qui n'est pas forcément formé à la prise de parole en public, parce que c'est pas forcément évident de prendre la parole face à une caméra. Faut avoir des soutiens externes, ça c'est important, réussir à garder son calme, ça souvent c'est grâce en fait à des appuis un petit peu extérieurs, et évidemment être proactif comme le disait Benjamin et anticiper. Donc voilà, on va commencer par ça dans un premier temps, parce que voilà, il y a 3 temps principaux, donc évidemment avant, pendant et après la crise. Alors en fait, avant la crise,
Donc c'est important d'avoir une stratégie de communication déjà qui est déjà établie. Et pour qu'elle soit établie de manière très simple, en fait, il faut qu'elle soit écrite. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, à qui on parle, quand on parle, etc. Avoir des relais influents, comme je le disais, pour pouvoir s'appuyer en fait sur d'autres acteurs que juste sur nous-mêmes. Parce que voilà, à plusieurs, forcément, on est un peu plus fort. Et comme je disais aussi, initier les collaborateurs au process de la communication de crise, savoir à peu près ce que c'est. Donc c'est vrai que ça peut être notamment des formations en interne, faire des points en fait là-dessus, mais du coup avoir toujours un petit peu en roue de fond en fait la crise qui peut arriver, comme le disait Benjamin, à n'importe quel moment. C'est un peu d'ailleurs une des caractéristiques de la crise, c'est qu'elle est en fait inattendue, quoi. Donc la première étape, vous allez voir, en fait, c'est un bilan en fait quand même assez précis, étape 1, étape 2, avec une petite to-do list en fait que je me suis amusé à faire. Et à la fin de ce webinaire, d'ailleurs, vous aurez aussi un document plus complet qui reprend en fait la présentation que je vais vous faire là. Donc tout d'abord, en fait, il faut examiner, on va dire, l'environnement en fait de l'entreprise, de la coopérative, en identifiant et en listant les crises auxquelles elle peut être assujettie. Donc ça, en fait, il faut tout simplement les lister. Et en fonction des crises qui sont identifiées, il va y avoir des référents sur le sujet. Donc si par exemple, ça va être une crise sur un sujet sanitaire, bah, du coup, il peut y avoir un référent en fait sur ces sujets-là pour avoir une dimension technique très importante. Et aussi des porte-paroles. C'est pas forcément toujours la même personne, parce que souvent, quand une personne est technique, elle n'est pas forcément bonne communicante, et inversement. Il faut proposer des sensibilisations, organiser voilà, des sessions de formation, et aussi, ce qui est important, Benjamin l'a rappelé, établir une échelle d'intensité de ces crises, parce qu'effectivement, si jamais il y a une crise qui est identifiée, même si elle peut arriver assez facilement, c'est vrai que voilà, l'importance de la crise en fait en tant que telle, est-ce que vraiment jusqu'à l'existence même de la coopérative est remise en jeu, bah forcément, on va plutôt se préparer pour ce genre de crise-là plutôt que sur une crise qui paraît un peu plus anecdotique, quoi. Donc ensuite, la deuxième étape, il faut se préparer pour chacune des crises. Donc en fait, il faut tout simplement formuler des éléments clés, des éléments de langage, établir aussi une liste d'élus et de collaborateurs à informer, et aussi des appuis externes à mobiliser en cas de besoin. Ça peut être des avocats, ça peut être des consultants, ça peut être des influenceurs, ça peut être voilà, tout un tas de publics en fait différents sur lesquels on peut s'appuyer pour préparer en fait cette crise. Et ensuite, Benjamin qui passe les slides. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on peut se constituer une feuille de route, voilà, sur laquelle s'appuyer. C'est qu'en fait, on écrit en fait tous les process, et quand la crise arrive, vu qu'on a l'esprit un peu chaud, justement, le fait d'avoir fait cet exercice-là quand on avait la tête froide, ça permet d'avoir une feuille de route en fait à suivre. Donc voilà, on peut préparer des déclarations aussi qui sont déjà préconçues, faire un Q&A aussi, ça c'est intéressant vis-à-vis des journalistes, donc anticiper les questions qui peuvent être posées par la presse, et évidemment anticiper les questions aussi, les réponses, pardon. Donc voilà, il peut y avoir des chiffres clairs à ressortir, des exemples, il peut y avoir plein d'éléments différents pour rappeler en fait à peu près qui on est, ce qu'on fait, et pourquoi du coup cette crise en fait elle est entre guillemets maîtrisée, ou elle a été vue avant, grâce à des éléments en fait qu'on aura associés à chacune de ces crises. Et encore une fois, je reviens aussi là-dessus sur les appuis externes qui sont très importants, donc on peut les prévenir rapidement, et c'est vrai que de manière très factuelle en fait on identifie un sujet, un porte-parole, des référents, et aussi des appuis externes sur lesquels en fait on pourra s'appuyer pour qu'ils puissent réagir vite, quoi, rapidement. Ensuite, il faut anticiper la constitution de la cellule de crise. Alors en fait, la cellule de crise, qu'est-ce que c'est? On voit à peu près tout ce que c'est, mais c'est bien dormi une définition. C'est la constitution rapide d'un groupe de réflexion qui est composé de personnes clés et qui est apte à identifier et prendre des décisions pour bah, du coup mieux s'adapter en fait à la communication. Et en fait, en fonction de cette définition-là, bah forcément, la cellule de crise, elle sera composée de certaines personnes et elle ne sera pas composée d'autres personnes. Donc ça, la cellule de crise, c'est important d'identifier en amont qui prendra part en fait à cette cellule de crise. Aussi, ce que les gens feront dans cette cellule, c'est important d'attribuer un rôle à chacun, et également aussi de définir le lien entre les collaborateurs et les appuis externes et les personnes donc, qui appartiennent à cette cellule de crise. Donc en fait, si chacun a son rôle défini, on peut l'activer de manière très vite. Ça m'est déjà arrivé dans une grosse entreprise qui est la Maïf. On a eu une crise en fait, et on a vu qu'elle a été très rapidement réunie. Et en fait, effectivement, en termes de process, c'est beaucoup plus efficace, et on peut aller directement dans le vif du sujet plutôt que de savoir qui va porter justement, qui va porter le sujet. Et ensuite, évidemment, il faut faire des exercices. Ça, c'est vrai que c'est pour voir si en fait le process est amélioré. Donc, ça peut être dans le cadre, par exemple, d'un séminaire ou d'une journée de formation,
des choses comme ça, bah voilà, on peut avoir des jeux de rôle, on peut imaginer des crises qui peuvent arriver, essayer de prendre celles qui sont le plus probables. Et en fait, on voit qu'il va y avoir des choses qui sont bien, qu'on va garder, des choses qui sont un peu moins bien, qu'on va retravailler, éventuellement réécrire, du coup, voilà, tous les process qu'on a vus avant, si jamais il y a des choses qui, dans les faits, ne fonctionnent pas. Parce que c'est vrai qu'évidemment, sur le papier, ça peut très bien fonctionner, mais on voit que des fois, c'est pas toujours le cas dans la vraie vie. Donc ensuite, on passe à la crise qui arrive. Alors, là aussi, ce qui est important, c'est aussi les prérequis. Donc, comme je vous dis, c'est d'avoir rédigé en avant des processus qui soient très clairs pour qu'on puisse savoir à peu près où on va et comment on y va. Avoir sensibilisé donc les collaborateurs et aussi s'assurer de la disponibilité des personnes de la cellule de crise. C'est vrai que c'est tout bête, mais si par exemple votre président, votre directeur, votre directrice générale en fait a prévu de prendre 3 semaines de vacances alors que ça peut être une période à crise, il faut voir voilà, si une personne peut la remplacer, si la directrice de communication, le directeur de communication n'est pas là non plus, ça peut être un sujet, etc. etc. Donc ça aussi c'est un point qui est important, qui est dans les faits en fait peut s'avérer problématique. Donc en fait ici, il faut identifier donc les sujets qui sont remontés de la veille. Et en fait, comme le disait Benjamin, il a entièrement raison. Effectivement, faut savoir si la crise elle est fondée. Contrairement à la rumeur et à l'intox, la crise elle est fondée. En fait, une rumeur, il suffit de faire un démenti en fait tout simplement et de pas rentrer et de pas mettre entre guillemets des pièces dans la machine. Par contre, si c'est une crise, là, on peut activer la cellule de crise, prévenir le collaborateur, les informer, etc., etc., et surtout les informer de ne passer que par la cellule de crise pour tout type de sollicitation. Souvent, dans une entreprise, évidemment, si jamais ça fait beaucoup de bruit, les journalistes, ils vont essayer d'avoir, les médias, ils vont essayer d'avoir des informations de n'importe quel employé, de solliciter en fait n'importe quel employé de l'entreprise. Là, pour le coup, ce qui est important, c'est que cette information-là soit passée en interne. Voilà, si jamais vous avez une sollicitation, vous passez par nous pour éviter qu'en fait, justement, la communication ne soit pas cohérente. Donc là, il y avait... Vas-y, Benjamin. Là, c'est ce que je disais, donc effectivement, voilà, on peut rester en veille si jamais ce n'est pas une crise, et si jamais c'est une rumeur, on fait un démenti, et ça suffit largement. Donc ensuite, une fois que la crise est identifiée, on active la cellule de crise. Donc là, l'idée, en fait, c'est d'organiser rapidement la gestion de la communication. Donc ensuite, il va y avoir dans cette cellule de crise un lien très fort qui vont échanger pendant la crise avec un référent qui sera le référent sur le sujet et qui sera aussi en lien avec le porte-parole. Et le référent, en fait, si vous voulez, c'est la personne qui a un peu le sujet, qui a la dimension technique du sujet, parce que c'est très important de savoir à peu près de quoi on parle. Il y a une erreur qui est faite souvent au début de crise, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est justement de commencer à prendre la parole alors qu'on n'a pas encore tout à fait identifié le sujet, en tout cas, du moins, de ne pas le dire. On peut très bien prendre la parole pour dire, écoutez, on voit ce qu'il y a en interne, on revient vers vous rapidement, par exemple. Mais ça, on a besoin, en fait, d'avoir un appui technique là-dessus. Donc là, pour activer la cellule de crise, petite to-do list, il faut informer donc les membres de cette cellule de crise, évidemment. Il faut définir un tempo de réunion. Alors si jamais c'est vraiment très, entre guillemets, très lié à l'actualité, on peut se réunir plusieurs fois par jour. Alors une fois tous les 2 jours, ça peut suffire, ce qui est rarement le cas dans une crise, mais on ne sait jamais. Donc c'est important de définir un tempo de réunion. Évidemment, s'assurer de la coordination entre les référents, les opérationnels et les porte-paroles, qui soient bien en lien, les mettre en lien, en fait, tout simplement par un mail commun, par exemple. Un point très important, c'est démarrer un journal de bord. Donc, il y a le bilan aussi, donc on verra ça après la crise, comme l'a dit Benjamin. C'est très important d'avoir en fait un peu un journal de bord, d'avoir noté à peu près tout ce qu'on a fait pendant la crise, pour savoir ensuite derrière ce qu'on pourra améliorer. On verra ça juste après. Dès le début, la cellule de crise, avec plusieurs cerveaux, en fait, c'est important d'avoir plusieurs visions différentes pour gérer un seul problème, même de manière générale. Il faut identifier la typologie de la crise. Est-ce que c'est un risque humain ou un risque environnemental? Voilà, ça pourrait, là, il y aura une corde assez sensible. Si c'est un risque business, c'est un peu moins sensible, donc forcément, c'est une communication qui est un petit peu différente. Voilà. Est-ce que la responsabilité pénale de la coopérative est engagée ou non? Ça aussi, c'est vraiment un point très important. Et aussi, il faut essayer d'identifier, donc voilà, un petit peu au doigt mouillé sur le ressenti, mais le potentiel, en fait, de médiatisation de cette crise. Et ensuite, on entre dans le sujet et on mène une enquête en interne. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer d'identifier très clairement d'où vient le problème. Ça, c'est hyper important. Plutôt que de dire, tiens, on va très vite communiquer, dire que tout se passe bien, etc., il faut quand même savoir si vraiment on a quelque chose à se reprocher ou pas. Parce que s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire, ça finira toujours à peu près par sa voix, c'est mentir, en fait, tout simplement. Donc, il faut bien identifier ce qui s'est passé. Ensuite, on peut faire appel à des acteurs externes si jamais il y a besoin, mettre en place une surveillance précise, etc., etc. Mais avant, en fait, le boulot, il se passe en interne, et je finirai avec ça, ce qui est très important sur cette slide, c'est qu'il faut d'abord communiquer en interne et ensuite en externe. Donc les grands messages clés, c'est dire, on a identifié une crise, toutes les sollicitations, ça doit passer par nous, et on essaie d'identifier le problème, vous inquiétez pas, on gère. Parce qu'en fait, si jamais votre base interne, elle n'est pas rassurée, elle n'est pas informée,
ça risque d'être très compliqué de gérer ensuite la crise en externe. Donc il faut d'abord être solide sur sa base pour pouvoir ensuite communiquer en dehors. Donc communiquer en interne, comme je le disais, donc voilà, il faut s'assurer de la maîtrise des informations qui sont transmises en interne. Donc il faut s'adresser aux collaborateurs, donc ça peut être voilà, une sorte de mail un peu général pour dire ce qui s'est passé. Et ensuite s'adresser à nos parties prenantes, qui sont aussi un peu l'interne, un petit peu plus étendu, qui sont un peu l'interne, pour leur dire aussi ce qui se passe clairement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tout le monde ait le même niveau d'information le plus vite possible, quoi. Enfin, du moins les informations principales. Ensuite, on va essayer de définir sa stratégie de communication de crise. Donc, en fait, là, l'idée, c'est de reprendre le contrôle sur la crise pour éviter qu'elle nous échappe. Donc, en fait, ce qui est important, c'est... Alors, il y a la méthode FRAMA, donc ce sont les faits, les risques, l'audience, les messages et les actions. Donc, ça, c'est à lister, à identifier. Faut identifier clairement, comme je disais, la responsabilité de la coopérative. Est-ce qu'on est responsable? Est-ce qu'on est responsable aussi d'un point de vue pénal? Vous pouvez aussi solliciter un point de contact privé à la coopération agricole. Nous, on est là pour ça, pour accompagner les coopératives. C'est important aussi de choisir un porte-parole qui soit formé, calme, renseigné sur les sujets. Il y a des exemples en fait comme ça où des gens souvent, vous avez déjà vu ça à la télé, où en fait ils prennent la parole pour s'exprimer, mais en fait on voit qu'ils sont pas très à l'aise, qu'ils connaissent pas les sujets et surtout qu'ils paniquent. Avec notamment l'exemple d'un directeur de l'Agence spatiale européenne qui avait paniqué face à la caméra quand Ariane avait explosé, quoi. Donc c'était pas forcément la bonne personne. Donc ça c'est important de bien mettre en avant les bonnes personnes pour rassurer. Donc identifier ensuite les meilleures stratégies à adopter. Donc en fait, il y a plusieurs stratégies différentes. Donc ça peut être le silence, l'attente, ce qui est rarement conseillé, mais bon, des fois, il vaut peut-être mieux rien dire plutôt que prendre la parole trop tôt. Il peut y avoir une stratégie défensive, une stratégie offensive aussi, attaquer, accuser. Alors ça aussi, c'est risqué, mais pourquoi pas. Et aussi, surtout, ce qui est quand même le mieux à faire, c'est une stratégie de pédagogie qui commence toujours par de l'empathie et ensuite des explications. Ensuite, rédiger donc une déclaration publique cadre qui va en fait un peu poser le débat pour pouvoir développer son argumentaire et surtout essayer de relayer rapidement en fait cette déclaration publique parce qu'en fait c'est le premier qui parle qui donne le ton. Ça, je sais pas si vous savez, c'est qu'un peu comme en négociation, souvent c'est celui qui donne le premier chiffre en fait sert un petit peu de point d'ancrage aux négociations qu'il y a derrière. Donc c'est vrai que plus on parle tôt, sans se précipiter, c'est ça qui est difficile, plus en fait on va pouvoir imposer nos idées parce que si l'autre personne parle d'abord, et ben en fait elle va plutôt prendre les devants. Ça c'est un biais cognitif assez connu. On a souvent tendance à croire en fait, à rester accroché à la première version d'un sujet qu'on entend, quoi. Donc ensuite, on prend la parole pour l'externe. Donc là, l'idée, c'est d'imposer son tempo et de montrer qu'on est proactif. En fait, le message, c'est de dire qu'on n'a pas attendu de prendre la parole pour agir. Donc en fait, on peut utiliser toutes les déclarations qu'on a faites avant, les adapter à la situation. Il faut s'assurer de la cohérence des prises de parole. Ça, je l'ai dit, je le redis, c'est très important d'être cohérent parce que forcément, évidemment, tous les détracteurs et les journalistes vont trouver en fait des incohérences s'il y en a. Informer donc voilà les personnes clés pour relayer en fait des messages simples. Les messages simples dans un premier temps, il ne faut pas qu'ils soient techniques ni corporate. Si c'est technique, en fait souvent ça manque d'empathie par définition. Donc c'est d'abord l'empathie, d'abord la remise en question, d'abord dire voilà qu'on a compris le problème. Ensuite, après l'empathie, vient du coup la dimension technique en disant voilà, nous on est rentré dans le sujet, on va identifier le problème. Et c'est très important, et vous le voyez en fait, les politiques notamment, mais pas que, quand il y a un accident, voilà, on pense aux familles, on pense à tous les dégâts, etc. Et ensuite on voit techniquement ce qui n'allait pas. Choisir donc les relais les plus influents, les plus efficaces. C'est vrai que c'est un sujet une crise plutôt politique, plutôt s'appuyer forcément sur le responsable des affaires publiques qui va plutôt avoir activé son réseau politique. Si c'est un sujet, on va dire, très médiatique, plutôt les médias, un sujet plutôt sur les réseaux sociaux, etc. Donc forcément, on s'adapte en fonction des relais. Et donc voilà, l'idée en fait, c'est de reprendre le sujet en main. On peut préparer aussi des interviews parce qu'on risque d'être sollicité et aussi de relayer les messages en ligne. C'est qu'en fait, il faut être cohérent dans les prises de parole, mais aussi notamment en ligne, en fait, où forcément, il faut dire à peu près les mêmes infos sur chacun des réseaux sociaux sur lesquels on est présent et sur notre site internet, par exemple. Ensuite, après avoir commencé à sa communication de crise, donc il faut vérifier en fait l'effet des mesures qui sont mises en place. Il faut savoir très vite se réajuster. Donc en fait, il faut observer comment le message a été reçu. Donc est-ce qu'il a été mal reçu, bien reçu, de manière, on va dire, plus ou moins objective? Est-ce qu'il a été pas compris ou mal compris aussi, tout simplement? Donc c'est important de pouvoir rectifier le tir. En fait, tout ce qui est fait le plus tôt possible est forcément plus simple après à gérer, quoi.
Et évidemment, il faut suivre en permanence donc du coup l'évolution du sujet. Donc c'est pour ça que la mise en place d'une veille, elle est vraiment très importante, parce qu'en fonction de ce qui se passe, et ben, du coup voilà, on adapte en fait un petit peu nos mesures. C'est vrai que voilà, si on pense plutôt que il s'est passé un risque par exemple industriel sur le site d'une coopérative, est-ce que c'est une erreur plutôt humaine, plutôt technique? Est-ce que c'est une erreur de la coopérative ou plutôt d'un prestataire extérieur de la coopérative? Est-ce que c'est la faute à pas de chance, une erreur vraiment humaine? Enfin voilà quoi, c'est important du coup de se réadapter en fonction de ça. Et malheureusement, ça on le sait après avoir commencé à communiquer. Donc c'est pour ça qu'il faut être toujours adaptable. Donc une fois qu'on a fait tout ça, la crise s'estompe. Donc voilà, on a bien géré. Alors soit le temps a fait son œuvre, ou soit du coup c'est nous qui avons bien géré. Et une fois que la crise donc s'est arrêtée, en fait, ce qui est très important comme prérequis, donc c'est via la veille qui a été mise en place, il faut s'assurer que la crise ne suscite plus d'intérêt. Est-ce que vraiment la crise est vraiment terminée? Est-ce que vraiment ça s'essouffle? Le nombre de mentions sur Twitter baisse, les gens ne parlent pas, l'actualité passe à autre chose, etc., etc. Une fois qu'on s'est assuré que la crise soit estompée, il faut communiquer sur la fin de la crise. Donc en fait, montrer que la crise, la situation, en fait, elle est maîtrisée. Donc en fait, là, à partir de là, on peut vraiment communiquer sur des faits tangibles en disant voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a mis en place. On informe donc ses actions, sur ces actions, pardon, donc que ce soit voilà, sur les interviews, sur les réseaux sociaux, via un communiqué de presse, mais dire voilà ce qu'on a mis en place. Et en fait, c'est ça qui est très important, c'est de dire la crise, en fait, elle est terminée, et nous, ça nous a appris des choses, et on sort grandi de cette crise avec une vision qui est vraiment différente à partir de maintenant. Donc ça, il faut informer nos publics en fait sur les changements des process qui ont été apportés en interne. C'est qu'en fait, ça s'est passé, on va s'améliorer pour pas que ça se repasse, quoi. Ensuite, on peut faire un retour d'expérience à ses collaborateurs. Donc voilà, on peut les collaborateurs en interne ou les collaborateurs externes. Donc on peut demander aux journalistes, aux influenceurs leur point de vue sur la gestion de la communication de crise. Ça c'est important parce qu'en fait nous forcément on a toujours un petit peu la tête dans le guidon et on a des yeux en fait avec, on voit les yeux on a les lunettes en fait de notre entreprise pour regarder telle ou telle situation. Mais c'est vrai que voilà quelqu'un qui a un regard un petit peu extérieur, les journalistes, les influenceurs ou autres ou des politiques, ils peuvent donner en fait un regard assez intéressant. C'est important dans l'idée du tableau de bord aussi d'archiver en fait ces publications, par exemple, qui ont été faites sur les réseaux sociaux, pour voir ce qui a été dit, quelles ont été aussi les réactions de chacune d'elles, pour ensuite reprendre ce qui a marché, pas marché pour les prochaines crises éventuelles. Il faut évaluer aussi sa stratégie de communication. Est-ce qu'elle était bien mise en place, qu'elle était bien exécutée, est-ce qu'elle était bien écrite en fait, et aussi évidemment rebooster ses collaborateurs, parce que c'est vrai qu'après une crise, si jamais en fait ça peut être une crise qui peut toucher en fait vraiment même on va dire l'éthique un petit peu de l'entreprise, c'est important de rebooster ses collaborateurs encore une fois pour s'assurer que la base soit solide. Et ensuite, donc, on se sert de la crise pour évoluer. Donc on peut voilà, échanger à froid, rester vigilant, remercier ses soutiens, ça c'est très important. Éventuellement du coup changer de soutien, en avoir d'autres, ou justement ça peut aussi avoir créé des liens plus forts. Donc voilà, ce qui est très important à la fin en fait de tout ça, c'est de mettre à jour en fait son plan de communication de crise, parce qu'il y a forcément, même si c'est très bien géré, il y aura forcément en fait des choses à revoir. Donc voilà en fait pour la crise, pour la communication en tant que telle. Et à la fin en fait on vous enverra un lien avec, on vous enverra un lien en fait d'un document qui reprend tout ce que j'ai dit, mais de manière un peu plus complète avec des exemples plus précis pour que vous ayez déjà en fait une sorte de process. Merci à vous. Ah pardon, excusez-moi, j'avais pas tout à fait fini. J'avais juste fait 2 slides un peu pour résumer les grands principes. Donc voilà ce qu'il fallait faire. Mais bon, vous le savez déjà, vu que j'ai déjà dit, donc voilà, anticiper et préparer sa communication, réussir sa communication de crise, c'est limiter son impact, ça c'est ça qui est important. Une crise aura toujours un impact, il faut juste le mettre un peu moins fort. Nier la vérité, ça c'est surtout à ne surtout pas faire. Garder son calme, c'est le plus important, en réussissant en fait à imposer ses temps de communication. S'appuyer donc sur des appuis extérieurs, ça encore une fois aussi c'est essentiel. Penser à la communication interne, évidemment. Être silencieux, c'est très risqué. Autant dire des fois prendre la parole, dire au début, on ne sait pas encore ce qui s'est passé, on vient vers vous très vite. Parce qu'en fait, le silence derrière, il y a un côté un petit peu, on s'en fout de ce qui se passe, quoi. Et donc, c'est surtout pas le message qu'il faut passer. Et aussi, évidemment, donc la cohérence de la communication, il faut qu'elle soit assurée pour qu'évidemment tout le monde parle à peu près le même langage dans un brouhaha en fait qui sera quand même déjà assez complexe. Donc, il faut déjà en interne qu'ils parlent à peu près. On voit d'ailleurs souvent dans des mouvements aussi de manifestation quand c'est pas clair, du coup, ça perd un petit peu de son intérêt, quoi. Et à l'inverse. Donc voilà, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est être condescendant, en mode vous n'avez pas compris en fait ce qui se passe ou ce qu'on a voulu faire.
Opter pour la rationalité d'emblée, d'abord l'empathie, et ensuite, après, on devient rationnel en disant voilà ce qui s'est passé. Mais la rationalité d'emblée, en fait, ça casse l'empathie, et ça, c'est vraiment très mauvais. Surtout pas mentir, parce qu'en fait, ça reviendra toujours en fait sur nous, tôt ou tard. Rester passif, c'est pour ça qu'il faut être proactif, il faut être actif. Et c'est vrai que si on reste passif, en fait, ce sont les autres qui parlent à notre place, et souvent, les autres, c'est pas forcément des gens qui sont dans notre camp. Penser trop tôt que la crise est finie, ça, faut faire attention, il faut bien s'assurer que la crise se soit estampée, parce que sinon elle peut très vite relancer si jamais on estime qu'elle est déjà finie, alors qu'en fait non. Et aussi le plus important, oublier d'en tirer les conséquences. Il faut évidemment toujours se servir de ce qui s'est passé pour grandir et changer les process et améliorer en fait du coup tout l'ensemble de la gestion et de la communication de la crise. Merci à vous. Merci. C'est pas la fin. Hop là, ouais. Pour l'instant, pas tellement de questions, mais on aura une séquence tout à l'heure sur le sujet. Merci à Simon, en tous les cas, pour ses éléments sur tout ce qui était communication de crise, hein, et donc anticipation, amélioration continue, peut-être deux mots-clés en tous les cas sur le sujet, que vous ayez bien en tête. Donc maintenant, on va être plus sur la partie retour d'expérience, parce que au-delà de tout ce qu'on vous a dit, Simon et moi, c'est bien aussi voilà, de partager justement des crises que certaines coopératives ont connues et comment elles ont fait face à ça, qu'est-ce qu'elles ont appris derrière. Donc on va avoir donc deux présentations. Fanny donc de Serio qui va commencer, puis ensuite Émilie côté Maïsadour. Donc je vais laisser la main à Fanny pour se présenter, pour rappeler sa coopérative et puis voilà, partager avec nous tous cette crise que la coopérative a traversée et comment après elle a pu aussi se questionner et se remettre un peu en question et améliorer après son processus de gestion de crise. Fanny, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, bonjour à tous. Du coup, moi je suis Fanny Dumay, je travaille chez Syrio. Donc, Syrio, Benjamin, je te laisse peut-être passer les diapos du coup. Oui, je Juste suis là vous pour ça. ouais, merci. Juste pour vous présenter rapidement Syrio, donc nous, on est une coopérative qui fait que du cochon. On est situé dans une grande zone du centre de la France, hein. On a une zone d'action qui regroupe à peu près 33 départements. Notre siège social est à Montluçon dans l'Allier et voilà, on a 500 adhérents sur la partie porc pour 1 300 000 porcs charcutiers produits par nos adhérents tous les ans. Ça, c'était juste pour vous dresser le tableau rapide de qui on est. Et en fait, on a eu à gérer pas mal de crises d'associations qui veulent la mort de l'élevage. Les premières crises, donc on a eu 7 attaques vidéo au total et une attaque que j'appellerais à l'abordage. Les attaques vidéo avaient commencé avec DX France à l'époque dans un élevage de Dordogne. Donc c'était en 2018. Alors ça commence à remonter un petit peu. C'est pas la vidéo DXE, c'est pas ceux qui ont fait le plus de bruit. N'empêche que on en a quand même entendu pas mal parler. On en a une en octobre 2019 dans l'Ain, en octobre 2020 dans l'Allier, en décembre 2020 dans l'Allier. Ils sont revenus dans le même élevage en 2021. Donc l'Allier, on a eu deux intrusions en élevage de L214 coup sur coup. Et puis 2021 et la dernière très récemment en octobre 2023. Donc on commence à avoir a appris avec l'expérience malheureusement à gérer ces crises-là et notamment ces attaques vidéo. Donc c'était un petit peu sur ces expériences-là ces expériences que je peux vous partager aujourd'hui. Juste sur les déroulés des attaques, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ces attaques-là, elles se passaient toujours de la même façon. Grosso modo, donc les associations vont tourner dans les élevages à notre insu à peu près 4 mois avant de sortir les vidéos. On ne détecte jamais, enfin jusqu'à présent, on n'a jamais détecté leurs intrusions. Ce qui va déclencher la crise pour nous, c'est l'appel d'un journaliste souvent à l'éleveur, au service vétérinaire ou à une marque quand ça vise une marque. Et donc ça, c'est vraiment notre point de déclenchement de la crise. Et quand on a ce genre de choses, on a tendance du coup à le prendre maintenant très très au sérieux. La veille de la sortie de la vidéo, donc les services vétérinaires vont se rendre dans l'élevage pour aller vérifier
l'ensemble des points problématiques. Donc là, on a voilà, ces services-là vont immédiatement diligenter des contrôles en élevage. Alors, en termes de communication, la difficulté, c'est que quand le journaliste va contacter l'éleveur avant la sortie de la vidéo, nous, on n'a pas accès aux images. Donc en fait, on est pris, on va nous demander plein de choses par rapport à l'élevage, par rapport à qu'est-ce qui se passe dans votre élevage, pourquoi vous avez fait ça, ce genre de choses. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas de quoi il parle. Donc on va essayer de récupérer les images dans la mesure du possible. Ça, c'est la grande stratégie de L214. Donc ils vont envoyer des premières vidéos, mais nous, il va falloir qu'on communique sans les images. Donc les services vétérinaires débarquent dans l'élevage, et là, la vidéo sort sur les réseaux sociaux, sur les sites internet et dans les médias. Donc la stratégie de communication de L214 derrière, c'est de pouvoir dire tout le monde, tout sort en même temps. On a un gros coup de com' à ce moment-là, et donc là, c'est vraiment la montée de la crise. L'idée, c'est de pouvoir répondre aux journalistes avant la sortie, donc avant le jour J, avant la sortie en fait de tout ça. Donc vraiment, on va essayer de pouvoir récupérer les images et mettre en place des éléments de langage pour pouvoir répondre aux sollicitations des journalistes. Sachant que grosso modo, 2 jours après cette sortie de crise, tout le monde a oublié, ou presque, ce qui venait de se passer. Donc il y a des effets de traîne qui sont entretenus par les amis, les différentes associations animalistes, mais grosso modo, le gros de la crise est passé. Et dans un ton très très long, derrière, on a aussi des suites pénales pour l'éleveur qui a eu l'intrusion de L214. Donc ça, c'est le schéma assez général qui s'est répété quasiment à chaque fois d'une attaque de L214. Sur la gestion de la crise, donc ça reprend grosso modo ce qui vous a été présenté ici, mais l'idée c'est quand même d'être réactif. Parce que cette gestion de crise, elle devient la priorité. Donc on actionne vraiment la cellule de crise à ce moment-là. Et notre idée, c'est de vraiment pas négliger les signes précurseurs. En termes de retour d'expérience, ça nous est arrivé une fois de négliger un signe précurseur. Comme ça, on est passé un peu au travers, dans le sens où un de nos chauffeurs, puisqu'on transporte l'ensemble des animaux vivants, a vu quelqu'un en train de filmer ses cochons quand il arrivait à l'abattoir. Et en fait, on l'a pas su. Enfin, on l'a su 2-3 mois après, un peu comme ça. Ça nous est pas trop remonté. Et sauf que dans le mois qui a suivi, on a eu une vidéo qui est sortie, et en fait, on s'est rendu compte que le camion qui avait été filmé, c'était le camion qui venait de l'élevage dans lequel un L214 s'était introduit. Et du coup, on a complètement loupé ce signe-là, quoi. Ensuite, sur la gestion de la crise, l'idée, c'est aussi d'être organisé. Puisque c'est ce qui a été dit, hein, mais la crise, elle se gère en équipe. Chacun va avoir son rôle dans le soutien de l'éleveur, dans l'accompagnement des services vétérinaires dans l'élevage, dans la communication, dans la gestion interne et technique, enfin rechercher les solutions techniques, et ensuite dans les poursuites judiciaires. Ce qui est hyper important aussi pour nous, en tout cas, dans la gestion de cette crise, c'est d'accompagner l'éleveur. Parce qu'en fait, l'éleveur, il va se retrouver au cœur de cette crise animaliste. On va citer son nom ou au moins son entreprise un peu partout. Sauf qu'il n'a aucune idée de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Enfin, il va se retrouver un peu baladé là-dedans. Donc nous, il faut qu'on arrive à vraiment l'accompagner. Et dès qu'on a les premiers signes de lancée de crise, on voit avec lui, on lui dit ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse et avec quelle priorité. Donc sa priorité à lui, c'est de s'occuper d'avoir un rapport des services vétérinaires qui soit le plus conforme possible. Et ensuite, lui dire comment se protéger lui et sa famille aussi de toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Parce qu'au niveau local, l'éleveur, il peut être un petit peu chahuté quand
quand il a notamment son nom qui apparaît, hein, c'est un peu la problématique des GAEC, noms de famille qui peuvent ressortir. Et en fait, surtout quand votre nom de famille est un peu particulier, bah, ça ressort assez rapidement. Et après, au niveau de la coopérative, en tout cas, la gestion de la communication est liée à la COP. Ça veut dire que c'est pas l'éleveur qui va communiquer. Lui, il a d'autres choses à gérer qui sont plus importantes. C'est pour nous, en tout cas, la COP qui va communiquer, qui va gérer ses impacts commerciaux. Là-dessus, alors, sur nos 7 attaques, au début, on communiquait pas du tout. Donc c'était plutôt, pour vivre heureux, vivons cachés, et puis ça va bien passer. Puis au fur et à mesure, on a bien vu que c'était pas forcément la bonne solution, qu'on était assez sollicités. Donc on s'est appuyé aussi sur des aides extérieures, dont l'interprofession. Donc Inaport nous a quand même pas mal accompagnés là-dessus. Alors dans un premier temps, on avait des communications qui ne respectaient pas ce temps journalistique. Le temps journalistique, ça veut dire que L214, ils ont leur, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, le jour J, tout le monde sort, les articles qui sont liés à leur vidéo, et puis 2 jours après, tout le monde a oublié. Et en fait, quand on met trop de temps à répondre aux journalistes et à sortir tout ça, on va pas réussir, enfin, on va juste créer un effet de traîne, et c'est tout ce que ça va faire. Et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'au bout de 2 jours, la crise, au niveau du grand public soit oubliée, et on n'a plus à gérer que les suites judiciaires. Donc aujourd'hui, on commence à anticiper un petit peu et à répondre aux journalistes dans le temps imparti, et à le faire avec l'appui d'Inaport. Donc suite aux crises, on s'est quand même posé des questions, parce que ça faisait un certain nombre de fois qu'on avait des attaques au sein de notre coopérative. Donc on a commencé par regarder ce sur quoi attaquer L214. Leur objectif premier, c'est vraiment de toucher la sensibilité des gens, du grand public, des néophytes, et leur deuxième objectif, c'est de faire condamner pénalement les pratiques. Donc en port, ce qui ressort très régulièrement dans les vidéos, c'est tout l'aspect industriel, gros élevage, élevage hors sol, caillebotis, les mutilations qui sont très décriées, donc castration, codectomie, et c'est le fait de couper la queue des porcs. Bien sûr, tout ce qui est mort, maladie, blessure fait partie des points très sensibles. La gestion des antibiotiques et les pratiques violentes en termes de manipulation des animaux et de coups d'énervement. C'est un petit peu, alors ouais, en porc, la caractéristique, c'est qu'ils vont avoir tendance à attaquer sur des pratiques normales, alors normales entre guillemets, hein, qui sont plutôt standardisées, et ils vont rechercher des situations de dérive qui soient, quelles qu'elles soient, même si elles sont ponctuelles. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans d'autres filières animales. Je pense notamment aux ruminants où les angles d'attaque ne semblent pas être tout à fait les mêmes. Donc en fait, ah oui. Donc ces attaques-là, elles vont être suivies au niveau pénal. Et la caractéristique de l'élevage de la liée dans lequel ils sont rentrés 2 fois, c'est que pour la première fois, le parquet a suivi la plainte de L214. Donc en fait, on a notre crise médiatique qui va monter très très fort, qui va redescendre ensuite derrière assez rapidement. Sauf qu'on a quand même des suites pénales qui vont être engendrées. Et donc dans ces suites pénales, donc L214 porte systématiquement plainte contre l'élevage. Et le parquet peut choisir soit de classer la plainte, dans ces cas-là c'est fini, soit de diligenter une enquête de gendarmerie. Donc dans les 3 dernières crises qu'on a eues, les enquêtes de gendarmerie ont été diligentées. D'une manière générale, tout ce qui touche le bien-être animal aujourd'hui a tendance à faire diligenter des enquêtes. Donc on a les gendarmes qui débarquent dans l'élevage, qui vont vérifier tout un tas de choses et auditionner les éleveurs, enfin tous ceux qui peuvent être en lien avec les pratiques d'élevage. En fonction de l'enquête, le procureur peut décider soit de classer la plainte, dans ces cas-là, c'est fini, on n'entend plus parler, soit de porter cette plainte devant le tribunal pénal. Et là, le tribunal pénal, c'est encore... on va dans les sphères judiciaires avec des risques d'être condamné pour des délits, notamment de maltraitance animale.
Donc le tribunal, c'est soit vous êtes condamné, soit vous êtes relaxé. Mais dans tous les cas, c'est pas à négliger puisque c'est des conséquences qui sont quand même très très lourdes. Quand on parlait au début dans la gestion de crise de dire l'éleveur, faut qu'il s'occupe absolument de son rapport des services vétérinaires quand il débarque, c'est pour ces suites pénales que c'est hyper, hyper, hyper important. En termes de communication, le rapport, il va arriver trop tard. De toute façon, on pourra difficilement s'appuyer dessus. Par contre, sur ces suites pénales, le rapport, il est d'une importance capitale. Si vous avez des non-conformités dans ce rapport-là, vous êtes à peu près sûr que ça va peser en votre défaveur au niveau du tribunal. Ensuite, on s'est posé la question sur pourquoi est-ce que on a subi en fait tant de crises de ces animalistes, tant d'intrusions en fait, et pourquoi ces élevages en particulier. L'idée derrière, c'était aussi de pouvoir se dire, bah, est-ce qu'on peut réussir à anticiper des prochaines crises et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter d'arriver dans ces situations-là. Donc grosso modo, les élevages qui étaient ciblés jusqu'à présent étaient des élevages qui étaient plutôt de grande taille, sur lesquels n'importe qui pouvait avoir des informations, notamment via les dossiers administratifs pour les installations classées pour la protection de l'environnement. Ça peut être aussi lié à une dénonciation ou une sensibilité locale. Ça, c'est la dernière crise qu'on a eue, a priori, qui serait liée à une dénonciation locale. On a beaucoup de ces élevages qui sont assez isolés. On est dans des régions à faible densité porcine. Les bâtiments porcins, il y en a un tous les je sais pas combien de kilomètres carrés. C'est pas, enfin voilà, ils sont un peu cachés, personne les voit vraiment, et puis ils sont très très isolés, donc c'est assez facile d'aller se rendre sur l'exploitation sans que personne ne le remarque. Et surtout, ce que recherchent les associations, c'est faire le lien avec une marque connue du grand public. Donc typiquement, nous, ça a été Erta, qui a été visée dans 2, voire 3 des vidéos qu'on a eues. Et vraiment pour eux, c'est hyper important parce que ça permet de taper large et tout le monde connaît Erta. Et donc à partir de ce moment-là, on embarque Erta aussi dans la tourmente. Voilà. Dans tous les cas, c'est un petit peu ce qui a été dit aussi jusqu'à présent. On n'a pas posé la crise en disant bah, voilà, on l'a eu et puis basta. On s'est remobilisé derrière pour essayer de gérer ces crises qui arrivent, qu'on ne pourra pas éviter ou assez difficilement. C'est pas vraiment dans l'air du temps. On a des gens en face de nous qui ont des moyens qui sont bien bien supérieurs aux nôtres, mais on va essayer. Donc auprès de nos adhérents, en tout cas, on les a informés du déroulé et des signes précurseurs d'une crise. L'idée, c'est qu'on puisse gagner en réactivité et qu'ils aient le réflexe de nous appeler. Dès qu'ils ont un journaliste qui les appelle, ah oui, il m'avait parlé de ça, ok, j'appelle mon technicien, j'appelle quelqu'un de la coopérative parce que ça paraît louche. On a aussi accompagné tous nos éleveurs pour essayer de se protéger de ces intrusions, donc avec des systèmes de surveillance, en leur demandant de verrouiller leur bâtiment d'élevage, de fermer, de se protéger un petit peu dans les contrats qu'on pouvait avoir avec les salariés aussi pour éviter des dénonciations. On est très très attentif au suivi du respect de la réglementation en élevage. Ça veut dire que si un élevage ne respecte pas la réglementation, on va vraiment, vraiment, vraiment le pousser pour le remettre dans le droit chemin, histoire d'éviter tout risque qu'il peut y avoir, et notamment les suites pénales. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a beaucoup communiqué au sein de nos adhérents pour qu'ils cachent tout lien avec une marque nationale. Ça, c'était en fait, on a quelques élevages aussi qui ont été ciblés parce qu'ils avaient des demandes, donc de dossiers, d'installation classés, et sur ces dossiers-là, qui sont publics, ils mettaient en avant les filières dans lesquelles ils étaient engagés, et pour les personnes et les associations qui sont à côté, en fait, c'est du pain béni parce qu'on leur dit: «Bah, regardez, là, vous avez le lien avec une grande marque». Donc aujourd'hui, on cache ces liens-là dans ces dossiers pour pour que une personne lambda ne puisse pas faire le lien entre une filière qualité, une marque connue et un élevage.
Et au sein de la coopérative, donc on s'est un petit peu organisé aussi pour identifier tous les signes précurseurs et gagner en réactivité, hein. Je vous ai expliqué l'histoire du camion où on avait un peu loupé le coche. Ça nous est arrivé une deuxième fois, on n'a pas loupé le coche. C'était pour rien, mais c'est tant pis. Et on a beaucoup communiqué aussi en interne sur la gestion d'une crise, sur comment on réagit. Je pense à la personne qui est au standard, par exemple. Voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse si elle est sollicitée? Comment est-ce qu'on prend en charge des journalistes? Comment est-ce qu'on prend en charge des personnes qui viendraient l'insulter au téléphone? Ce genre de choses. Les techniciens terrain aussi qui sont le relais des éleveurs et pour que tout le monde ait vraiment ce réflexe et cette organisation et gagner en réactivité. On a aussi essayé d'identifier toutes les situations et les élevages qui étaient à risque pour pouvoir agir le plus possible sur ces élevages-là. On continue à travailler, alors ça c'est pas forcément le travail coopératif, mais en tout cas c'est un travail filière aussi sur les différentes innovations qui peuvent nous permettre d'avancer sur les éléments techniques sur lesquels on peut être attaqué. Je pense notamment à la mise à mort et la mise à mort des porcelets, qui est un sujet qui est compliqué à expliquer, notamment dans ses gestes. On essaye aussi de communiquer assez positivement et de prendre des relations avec la presse locale ou ce genre de choses qu'on puisse actionner plus facilement en période de crise. Ça veut dire quand on commence à avoir des contacts aussi locaux pour expliquer un petit peu ce qu'on fait et comment on le fait, bah, ça nous aide. Et on réorganise les équipes si c'est nécessaire. Dans tous les cas, je reviens un petit peu sur ce que disait Simon. La difficulté de la communication, enfin nous, les choses sur lesquelles on a beaucoup buté, donc c'est la première chose, c'est de vraiment ne pas avoir les images. Donc on a tout le monde qui nous appelle en disant oui, mais vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, oui, mais on n'a pas vu. Donc réussir à avoir ça. Et ensuite, la grande difficulté, c'est que en fait, c'est des images qui vont toucher énormément la sensibilité des personnes qui sont en face. Et cette sensibilité-là, effectivement, si on arrive avec notre langage technique, on est mort tout de suite. Enfin, la communication, elle sert à rien. Donc on va vraiment axer sur l'empathie, sur le fait qu'on comprenne. Et effectivement, les éléments techniques arriveront derrière. Et ils sont d'ailleurs assez peu repris en général. Voilà ce que je peux vous dire, nous, sur la façon dont on a vécu et géré ces crises intrusions animalistes dans nos élevages. Ce qui est sûr, c'est que c'est des moments qui sont pas hyper simples à gérer et que plus on les connaît, plus on a anticipé, plus c'est, je vais pas dire facile, mais plus ça se gère facilement. Merci. Bah, merci Fanny pour ce retour d'expérience très, très complet, très exhaustive face à ces situations que vous avez connues de façon répétée. Et donc, voilà, comment vous avez pu analyser ça. Et puis voilà, et puis ça arrive encore, hein, puisque la dernière, c'est ça, octobre 2023. Donc, je pense que vous êtes encore un peu dans la gestion post-crise sur tout ce qui est poursuite pénale. Je ne pense pas que ce soit encore finalisé, mais voilà, c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'il y aura pas mal de questions juste après. Oui, effectivement, courage et sang-froid sont nécessaires face à ces différentes situations de crise répétées. Et je pense que vous aurez quelques questions après le second témoignage. Donc là, côté Maïsadour et Émilie, qui va maintenant prendre la parole pour évoquer et partager son retour d'expérience. Aussi, vous voyez, avec le mot crise, qui est au pluriel, parce que là aussi, c'est des situations de crise qui sont répétées sur ces sujets de biosécurité côté Maïsadour. Oui, donc bonjour, Émilie Lassabe, responsable qualité groupe et référent biosécurité pour le groupe Maïsadour. Donc pour situer, Maïsadour est une coopérative du Sud-Ouest avec 5000 adhérents et 4300 salariés avec 4 grands pôles d'activité. Premier pôle d'activité, semences,
surtout maïs, tournesol et après diverses espèces. Pôle agricole divisé en 2 grands pôles, le pôle végétal et le pôle animal, donc avec les filières volailles et palmipèdes dont je vais parler là pendant la présentation. Et donc 2 grands pôles, en plus, mais plus qui est aval, le pôle volaille et le pôle gastronomie qui transforme, qui vend et commercialise tous les produits à base de canard gras. Donc, on va passer, ma présentation, ça va se passer en 4 étapes. Première étape, c'est, je vais vous présenter l'historique des différentes crises d'influenza aviaire hautement pathogène. La gestion, deuxième partie, ce sera la gestion des premières crises que l'on a eues. Et après, on a fait un gros travail de structuration de la cellule de crise, de la gestion de crise, pardon. Et après, je vous montrerai comment sont gérées les crises actuellement, donc les 3 dernières crises que l'on a eues, comment on les a gérées. Donc, pour vous faire un petit historique de toutes nos crises, la première crise a commencé en décembre 2015, qui a duré jusqu'en 2016. On a eu, un an après, on a eu la même crise avec des foyers qui se multipliaient à une vitesse importante. On a eu 2 années où on a eu, on va dire, un temps de paix. Donc, c'est là où on s'est structuré et qu'on a travaillé sur nos retours d'expérience des 2 crises précédentes. Donc là, on a travaillé et on s'est structuré sur l'ensemble du groupe et surtout sur l'ensemble des filières. Donc, quand on parle des filières, on parle de la couvage jusqu'à la transformation des produits, que ce soit en volaille ou en palmipèdes gras. Et aussi, ça a un impact sur tout ce qui est commercialisation, approvisionnement des GMS et honorer nos commandes par rapport à nos clients. Donc, ça prend vraiment tout le sens du mot filière. Donc, après, en 2020, reprise des crises, 2021 aussi, 2022. Et donc, ça, ces crises se débutaient toujours vers la fin de l'automne, début de l'été. Début de l'hiver, pardon, et la 5e crise, elle, carrément, donc celle de 2022, a commencé au mois de mai. Donc, on avait passé un hiver, on va dire, sans crise dans le bassin du Sud-Ouest, et la crise a ressurgi au mois de mai. Donc, là aussi, nouveau contexte, on était sur une période tranquille où on n'avait pas de crise. Et là, c'était la période où on devait faire les mises en place pour Noël. Donc, gros travail et nouvelles choses à apprendre par rapport à cette gestion de crise. Et là, sur cet exercice-là, 2023-2024, pour le moment, le fait marquant, c'est la mise en place de la vaccination pour les palmipèdes. Donc, les premières crises, que ce soit en 2015 ou en 2016, première crise sur le territoire français. Donc, en fait, première fois qu'il y avait des crises aviaires, on savait qu'il y avait de la grippe aviaire sur les animaux sauvages, mais là, c'est arrivé carrément sur un élevage. Et donc, il y a eu surtout l'effet de surprise. Donc, en amont, comme ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que le groupe avait bien une gestion de crise, avait bien mis en place des groupes de travail sur comment gérer une crise, comment appréhender tout cela. Mais on va dire que c'est vraiment de la théorie parce qu'on n'était vraiment pas comment ça s'appelle, mise en face d'une crise d'une telle ampleur. Donc, en fait, là, il fallait rallier la théorie à la pratique. Donc, on a vu que c'était pas facile. Donc là, c'est des gens qui travaillaient jour et nuit, en fait, c'était un feu qui s'allumait, mais en fait, le pompier, c'était pas un pompier qu'il fallait, c'était une caserne en entier, et on était un peu démunis pour savoir comment allait arriver, comment gérer, comment éteindre ce feu. Donc, on a suivi sur notre modèle que l'on avait établi. Donc, réalisation de cellules de crise. Donc, ça, ces cellules de crise se faisaient surtout sur le pôle production animale. Donc, c'était vraiment les gens qui étaient en lien avec les producteurs qui géraient la crise comme ils pouvaient, en lien avec les interprofessions qui ont été d'un très grand soutien.
que ce soit les interprofessions canards ou les interprofessions volailles, et qui ont permis de construire au fur et à mesure, parce que tout le monde était novice dans la gestion de ce virus, donc, et en lien aussi avec l'ensemble des vétérinaires. Donc, bon an, mal an, bien vérifier la mise en place des règles de biosécurité, imposer des règles de biosécurité, arrêter des flux, parce que la biosécurité, en fait, c'est la gestion des flux, c'est de l'homme, du transport et des animaux sauvages. Donc, les animaux sauvages, c'est un peu compliqué de gérer leurs flux, mais on pouvait quand même limiter les flux de transport et les flux des hommes. Donc, tout ça a été fait vraiment sur le métier des productions animales, ces 2 premières crises. Il y a des rétextes qui ont été faits. Donc là, c'est prendre du recul. Il fallait en prendre parce que c'est vraiment quelque chose qui prend de l'énergie. C'était des cellules de crise à 2-3 cellules de crise dans la journée, et vous multipliez ça sur tous les jours pratiquement. Donc, c'est vraiment un engagement humain dedans qui a été fait. Donc, un rétex a été fait, et après, des actions ont été mises en place. Sur les premières crises, la première chose qui a été faite, c'est les 100 mesures de biosécurité. Donc, c'est sur chaque maillon, que ce soit à l'accouvage, au transport, que ce soit du transport d'aliments, que ce soit du transport d'animaux. Donc, tout le monde a travaillé et a bien checké toutes les mesures de biosécurité à respecter et à faire respecter. Donc, ça, c'était vraiment nos engagements. Vous êtes dans une crise où vous avez tout un territoire qui est pris, alors avec ses détracteurs ou pas, mais à la fin des premières crises, il fallait qu'on montre qu'on avait fait quelque chose. Parce que je ne vais pas vous cacher que beaucoup de gens venaient taper sur la COP, c'est la faute de la COP. Bon, voilà, dans la campagne, on peut pas, c'est comme ça, c'est les plus gros qui prennent, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc il a fallu qu'on montre qu'on faisait des choses et qu'on les faisait bien. Donc, et qu'on les faisait respecter. Donc, ça, c'est les premières choses qui ont été montrées, et il y a eu des articles dans les journaux, il y a des liens avec les journaux. Donc, ça, c'est des choses qui ont été faites. Donc, après est arrivée la période de 2018-2019. Là, c'est vraiment la très grosse mobilisation qu'il y a eu au sein du groupe Maïs Adour. Donc, c'est-à-dire, c'est que tout le monde s'est senti impliqué, tout le monde était impliqué dans cette crise. Donc, les productions animales, mais pas que, les productions végétales, parce que les agriculteurs viennent livrer leur maïs dans les silos de la coopérative. Donc, c'est ce maïs-là, il sert à nourrir les animaux. Donc, là aussi, on avait un flux de tracteurs à gérer parce qu'il y a eu une crise où la crise était pendant la collecte de maïs, ou juste vers la fin de la collecte de maïs. Donc, on avait tous ces flux-là à gérer. Donc, tout le monde a joué le jeu. Les services supports aussi ont joué le jeu d'être impliqués dans toute cette crise. Donc, là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, de 2015 à 2017, on s'est mobilisé. Donc, on a fait des cellules de crise, on a fait des rétex, on a mis en place des plans d'action, et surtout, ce qui a été important et ce qui a été réglementaire, c'est qu'on a reformé l'ensemble de nos adhérents, de nos producteurs. Donc, on était à plus de 1000 personnes à former en très peu de temps. En 6 mois, il a fallu entre 2016 et début 2017, en 6 mois, il a fallu qu'on forme tous nos adhérents à la biosécurité. Sinon, ils n'avaient pas le droit d'avoir de canards remis en place. 2017 a commencé le diagnostic. Donc là, c'est mise en place d'un groupe de travail biosécurité avec des référents de chaque métier, avec voilà, la mise en place d'un référent. Chaque métier au sein du groupe Maïs Adour, chaque maillon de chacune des filières a un référent biosécurité et des backups. Comme on disait tout à l'heure, si quelqu'un part en vacances, il y a toujours un backup qui est dans chaque métier. Voilà, donc un référent par métier et son backup associé. On a fait un énorme état des lieux sur chaque métier, sur chaque maillon des mesures de biosécurité. Donc là, on a tout remis à plat et vu ce qui allait, ce qui n'allait pas, et a mis en place d'un plan d'action par rapport à ça. À partir de 2018, on a eu une réunion sponsor. Sponsor, c'est vraiment les directions de chaque des pôles concernés qui se sont investis. Ils s'investissaient avant, mais là, c'était un moment fort où on a pris une réunion, on a pris du temps pour
pour échanger et se donner les lignes directrices, pour travailler avec la rédaction, la mise en place d'un groupe de travail biosécurité et la rédaction de documents de référence. Je vous les montrerai dans la slide qui est après, au sein du groupe. Donc comme ça, tout le monde a la même information et tout le monde est au courant. Entre-temps aussi, on a travaillé des éléments de langage, parce que quand on est dans une crise, vous avez les journalistes, vous avez tout le monde qui arrive pour venir vous voir. Les 2 crises précédentes aussi, on avait bien clarifié les choses, qui parle aux journalistes, qui ne parle pas aux journalistes, chose qui avait été dite dans tous les métiers. Il y avait un rappel qui avait été fait au sein du groupe pour dire seule telle personne est habilitée pour parler aux journalistes et les autres, on n'avait pas le droit, donc voilà. Donc c'était qu'une seule personne. C'est vraiment pour maîtriser notre communication et la mise en place de plans d'action. Et aussi, donc en 2016, il y a eu une formation biosécurité de tous les éleveurs. Et là, on a mis en place, on a créé en moins de 6 mois un MOOC biosécurité pour maintenir les compétences en biosécurité de nos éleveurs. Donc, en fait, on est parti sur le principe, c'est comme les SST, ils doivent être renouvelés tous les 2 ans. Et bien, nous, on essaie d'avoir cette même pratique. Donc, ça, c'est ce qui a été lancé en 2018, donc définir le futur, le mettre en place. Donc, la direction en 2018-2019 a mis tout ce qui était bien-être animal et biosécurité comme enjeu crucial pour le groupe, donc avec la mise en place d'une politique biosécurité et bien-être animal pour l'ensemble du groupe. On a fait signer aussi une charte de biosécurité et de bien-être animal auprès des producteurs. Et aussi, on a participé à deux simulations d'exercices de crise qui ont été mis en place par les interprofessions. C'était majoritairement le CIFOG qui l'a mis en place, mais on travaillait aussi avec les interprofessions volailles pour des simulations, on va dire, à taille réelle. Donc, ça veut dire qu'on était dans un lieu et on simulait les crises, donc on était par groupe et on simulait les crises et les actions. Nous, ces 2 simulations de crise, on les a vraiment pris au sein du groupe, on les a vraiment pris sérieusement dans le sens où tous les documents qu'on avait commencé à mettre en place depuis 2018, eh bien, on les a mis en place. On avait structuré notre cellule de crise, on avait structuré nos référents, on avait structuré tous les appels téléphoniques, on avait mis en place des groupes WhatsApp, des groupes mail, on avait tout coordonné dans notre communication. Et à ces exercices-là, on se mettait vraiment en situation, tellement bien qu'on se faisait même des cellules de crise pendant ces simulations-là avec les directeurs, que ce soit des productions animales, de la communication, du DRH, le service qualité, groupe du support qui participait à ça. Et ce qui a permis aux gens de s'exercer et je vais dire d'être, on va dire, moins stressés que quand la vraie crise arrive. C'est facile à dire, mais ça aide un peu plus. Et après, à partir de 2019, donc là, notre but, et surtout à partir de 2020, c'était surtout de maintenir toutes nos formations, nos communications, les communications des salariés, parce que quand on est en crise, tout le monde le sait, mais ce qui est bien, c'est d'avoir une communication au sein du groupe auprès de l'ensemble des salariés pour éviter tous les candidatons et tout ça, pour vraiment avoir la vraie source, donc vraiment la donner à nos salariés et à nos adhérents, donc à nos adhérents avec les administrateurs. Tout ça est fait en coordination avec le COMEX et le conseil d'administration du groupe. La participation au GT des interprofessions, donc on a toujours des représentants dans les GT et on participe à ces différents groupes de travail. On réalise aussi des rétextes. Chaque crise a un rétexte derrière. On s'attache toujours à avoir un rétexte. Là-dessus, je vous montrerai, je vous en parlerai tout à l'heure, mais sur les crises de 2020, 2021, 2022,
on a toujours eu un rétex. Alors, soit la première fois, on a fait un rétex le matin. Donc, tous les gens sont là, tous les gens expliquent, chaque maillon explique les points forts, les points difficiles qu'ils ont rencontrés et ils nous expliquent ce qu'ils vont mettre en place et ce qu'ils vont améliorer. Et à partir de là, alors je crois que c'est sur 2020, on a fait une formation à la gestion des émotions parce que en fait, la gestion de crise dans le sanitaire, c'est bon, les agriculteurs sont impactés en premier, les productions animales aussi sont impactées, l'aliment aussi est impacté parce que les gens, on leur supprime les animaux, mais ils ont les silos avec de l'aliment à l'intérieur. Donc, comment on fait pour le faire partir ou pour en commander parce qu'on en a besoin, parce qu'on a toujours des animaux. Donc, on avait des gens qui sont à l'administration des ventes, les télévendeuses ou les techniciens qui étaient face à des gens qui étaient en souffrance de ne pas avoir de réponse. Mais en fait, c'est des gens qui expriment leur souffrance, donc soit de façon très virulente ou très calme, mais des fois c'était très virulent. Et il faut que nous, les gens de notre entreprise, arrivent à gérer ces paroles brutales et à travailler dans un stress où du jour au lendemain, les choses pouvaient changer, rien n'était stable. Donc, on a permis aux gens de faire une gestion, une formation sur la gestion des émotions. L'année d'après, on a mis en place des groupes de travail pour voir ce que l'on pouvait apporter, ce qui serait de mieux pour essayer d'éradiquer un peu ou d'avoir moins de foyers. Parce que nos crises, je sais pas, je vous en parlerai tout à l'heure, mais nos crises, c'est pas des crises qui durent 2-3 mois, c'est des crises qui sont minimum 6 mois jusqu'à 9 mois. Donc, ça veut dire qu'on a une période où on a des foyers, mais après, c'est le reste, c'est les mises en place, c'est la continuité et comment reprendre sans que le virus revienne. Donc, bien cadenasser tous les contrôles, faire tous les contrôles, les mises en place et bien voir si le producteur a bien remis en place et tout fait d'équerre, mettre en place des audits avant les remises en place. Donc, c'est vraiment des choses très, très cadrées. Donc, la slide d'après. Ouais, Émilie, je vais vous demander un peu d'accélérer sur la fin. D'accord, ok, mais j'accélère. Donc là, c'est une présentation de tous les documents que l'on a mis en place. Donc, on s'est mis en place une règle avec des codes couleurs. Donc, on a les codes couleurs au niveau national et nous, en interne, on s'est mis des codes couleurs en interne pour élever nos exigences de biosécurité au fur et à mesure. Pas de passer du vert de négligeable à modéré directement. On a mis des étapes intermédiaires et on a écrit un livret des fondamentaux de la biosécurité pour chaque personne qui arrive dans le groupe ou qui peut être potentiellement référent de la biosécurité et toutes les informations nécessaires. Et si vous cliquez encore, là, on s'attache à faire régulièrement des lettres aux administrateurs, enfin aux administrateurs et aux adhérents. Il y a toujours une communication qui est faite au moins une fois à la semaine pour montrer l'évolution des cas. Voilà. Et donc là, sur les 3 dernières crises, je vais reprendre ce que je vous ai dit, mais avant la crise, chaque année, on a toujours une veille sanitaire qui est faite. Une veille sanitaire qui est faite plus ou moins qui est faite régulièrement pour montrer le taux de grippe aviaire chez les animaux de la faune sauvage. Mais après, on connaît les flux de migration, donc on regarde les flux de migration et les animaux, où sont les premiers foyers. Ça commence toujours en arrivant de Russie et après ça redescend sur la France. Donc là, on est vigilant là-dessus. Il y a un énorme échange entre les interprofessions, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et on prépare nos cellules de crise. Donc préparer nos cellules de crise, c'est quoi? Activation de toutes les listes de diffusion avec les services vétérinaires. J'échange chaque année avec les services vétérinaires j'ai à peu près 15 départements et sur les 15 départements, j'envoie ma liste de diffusion de tous nos contacts du groupe et en retour, moi, je demande les contacts de toutes les DDPP et comme ça, on est en lien les uns avec les autres. Et on prépare aussi, on actualise les membres de la cellule de crise. On est tous dans un Teams, tous les métiers sont représentés
Et comme ça, l'information, elle est claire, on ne cache rien à personne, tout le monde est au courant de tout ce qui se passe durant la crise. Donc là, on réactualise les membres et on prépare le journal de bord. Le journal de bord, c'est quelque chose que l'on suit et que l'on tient tous les jours. Chaque fois qu'il y a une réunion, hop, le journal de bord est rempli. Donc pendant la crise, c'est la mise en place de la tenue du journal de bord, la retransmission des différents mails et des DDPP. Donc, on a un Teams et tout le monde vient mettre tous les documents reçus par la DDPP. Et on transmet aussi toutes les comptes rendus des différentes cellules de crise qu'il y a et de réunions avec les interpros et l'administration. Donc, toujours un travail avec les interpros, beaucoup d'échanges avec l'administration, que ce soit au niveau du département, de la région et au niveau national. Un travail avec les institutions, comme la Chambre d'agriculture. Beaucoup de communication avec les salariés, les adhérents, mais vraiment avec une fréquence régulière. Et surtout garder le lien avec les éleveurs. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est que les techniciens gardent vraiment un lien avec les éleveurs tout au long de la crise. Et après la crise, donc comme je vous ai dit, un rétex obligatoire avec une mise en place de plans d'action que l'on suit au fur et à mesure, ce qui nous permet aussi d'être force de proposition pour avancer sur le sujet. Donc voilà. Et après, dernière slide, voilà, la dernière slide, on reprend un peu les shadocks. C'est il vaut mieux pomper, même s'il ne se passe rien, que de risquer qu'il se passe quelque chose de pire que l'on n'ait pas pompé. Donc il vaut tout préparer. En fait, c'est un peu, je vais dire, il faut se préparer, tout cadenasser et pour être, on va dire, le plus serein dans une gestion de crise. Voilà. Merci Émilie pour votre présentation complète sur comment vous avez fait face à ces différentes situations de crise. On voit voilà, que maintenant, quand même, vous êtes rompu à l'exercice avec quand même un process qui a été mis en place. Séquence de questions-réponses, n'hésitez pas soit à poser des questions dans le chat, soit de lever la main pour poser vos questions. Il y en a déjà quelques premières, plutôt à destination, je crois, à la fois de Fanny et d'Émilie, sur le fait, comment en fait vous associez les administrateurs face à cette gestion de crise. Émilie, vous avez un peu parlé des sponsors, mais qui étaient plutôt liés CODIR, à ce que j'ai compris. Mais Oui. est-ce que vous mettez dans la boucle des administrateurs? Oui, les administrateurs sont dans la boucle et participent même à la cellule de crise. Administrateurs majoritairement ceux de Volaille et Palmipède participent à la crise, mais des communications ou même des points sont faits régulièrement sur la gestion de la crise au conseil d'administration. Merci. Fanny, si vous voulez témoigner, vous, de votre côté, comment les administrateurs sont intégrés? Alors nous, les administrateurs ne sont pas intégrés directement dans le cœur de la crise, à part les membres présidents, vice-présidents, qui sont souvent très associés, mais sinon, le reste des administrateurs, pas forcément. Par contre, dans le post-crise, sur les mesures qu'on va prendre, qu'on va mettre en place, le recul qu'on va avoir, là oui, ils sont dans la boucle et ils font partie intégrante de cette partie-là. Oui, et puis ils vont valider après, oui, le plan d'action donc, que vous mettez en place. Je crois que Véronique a une question. Véronique, donc vous pouvez mettre votre caméra, allumer votre micro et vous présenter aussi par la même. Véronique Internarer, je suis la directrice communication d'Oxiane, donc une coopérative située en région Rhône-Alpes. Moi, c'était une question à Fanny. Est-ce que avant d'avoir des intrusions par L214 sur les élevages, est-ce qu'ils avaient été en contact avec L214 qui leur avait demandé de mettre en œuvre ou de prendre des engagements sur les pratiques pour les productions porcines? En fait, L214, le seul contact qu'ils aient eu avec L214, c'est une fois que l'intrusion a été faite. En fait, L214, il s'adresse très très peu aux éleveurs et à l'élevage d'une manière générale. Ils vont avoir plutôt une communication très très forte vers les distributeurs, les grandes marques et les personnes qui sont au contact des consommateurs, en fait, pour que ça nous remonte au niveau des filières d'élevage. Mais non, L214, ils n'ont jamais vu les éleveurs, ils ne sont jamais adressés aux éleveurs. Non, mais je pensais à la coopérative en direct.
Non plus. Interpellé par L214 pour. Par contre, la coopérative Syrio en tant que telle n'a pas été nommée dans une bonne partie de ces crises. On a uniquement été nommé dans la dernière crise qu'il y avait. Par L214. Alors, ce qui n'est pas très compliqué, hein, parce que en fait, sur nos camions, on a le nom de notre coopérative qui apparaît en gros, donc il suffit qu'ils aient repéré qu'il y a un camion de chez nous qui venait charger dans l'élevage pour qu'ils sachent quelle coopérative récupère les cochons. Donc, mais alors, c'est pas L214 en tant que tel, du coup, mais par contre, on a eu pas mal de retours de personnes grand public, j'ai envie de dire, qui nous ont fait part de leur indignation de manière plus ou moins diplomate. Une autre question à la fois aussi pour Fanny ou pour Émilie sur, justement, on l'a un peu évoqué avec Simon, le fait aussi de pouvoir s'appuyer peut-être sur un prestataire externe pour mettre en place ce process ou la revue après post-crise du process. Est-ce que, Syrio, côté Maïsadour, est-ce que vous avez construit ça seul ou est-ce que vous vous êtes fait accompagner? Peut-être Émilie pour alterner? Oui. Nous, sur les rétextes qu'on a fait, c'est seul qu'on se les a fait. Après, D'accord. on avait en amont, avant, on avait eu des formations gérées par le service qualité qui avait fait faire des simulations avec des pièces de théâtre et des choses comme ça. Mais après, on part sur la base je veux dire un peu un terme De du l'interne. PDCA, mais c'est l'amélioration continue en fait. On fait l'état des lieux de ce qu'on a, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et on réfléchit sur l'amélioration possible. Et à partir de là, on regarde sur le terrain si c'est possible ou pas, et si c'est possible, eh bien, on le met en place. Voilà. Ok, oui. Donc, le PDCA qui s'adapte à tout, même à la C'est ça. gestion de crise, Ouais. effectivement. Fanny, vous? Nous, on a eu. Alors, pendant la crise, on s'est appuyé sur des boîtes un peu spécialisées là-dedans. Alors, pas forcément les mêmes, mais les dernières crises, en fait, ce qui fonctionnait le mieux, c'était le binôme avec l'interprofession, qui du coup avait ses propres communicants et ça permettait enfin, voilà, d'avoir deux personnes qui prenaient la parole aussi, quoi. D'accord. Et autre élément qui est un peu plus aussi sur le process, mais plutôt dans l'outillage, est-ce que vous utilisez une application ou un logiciel de gestion de crise? Pas de notre côté, en tout cas. D'accord. Nous, le seul logiciel, le seul outil informatique qu'on a pour avoir toutes les infos, c'est on centralise tout sur un Teams gestion de crise qui est géré par dossier et où tout le monde peut aller récupérer tous les comptes rendus de réunion, toutes les informations qu'on met, toute la veille qu'on met. En fait, tout le monde a à disposition les documents sur un Teams gestion de crise. Oui, principalement, hein, c'est les outils, on va dire, qu'on utilise pour la crise sont des outils de communication, que ce soit des Teams, que ce soit des WhatsApp, des boucles WhatsApp. Je n'ai pas forcément connaissance, en tous les cas, d'outils spécifiques sur gestion de crise. Donc, bon, ça. Teams peut aussi s'adapter à ce type de situation. Et donc, après différents commentaires qui sont postés sur L214 avec des demandes d'engagement et le fait que L214 se présente avec des fausses identités pour travailler dans les différents élevages. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit. Benjamin, allez-y. Bonjour, donc Benjamin Devoche, je suis responsable qualité groupe Oxiane également, plutôt partie nutrition animale. Moi, j'ai une petite question plutôt pour LCA, du coup, en termes de communication. On a de plus en plus le cas de DDPP qui nous devance en fait en termes de communication auprès des éleveurs ou des groupements clients concernés. Je voulais savoir un peu quels étaient exactement leurs rôles dans ces cas-là. Est-ce qu'on peut leur exiger de ne pas communiquer, ce qui est un peu compliqué, et comment on peut contrecarrer ça parce que voilà, on a eu des cas où finalement en fait les clients étaient avertis par les DDPP avant d'être avertis par nous, qui- qui était gênant. Voilà. Ouais, j'ai tenté de répondre. Donc bon, après, on est, enfin,
je crois qu'il y a Valérie Brice, qui est l'experte nutrition animale, notre directrice nutrition animale. Peut-être que Valérie, tu veux apporter des éléments là-dessus? Oui, je voulais apporter un élément, ce sera peut-être plus simple. Effectivement, en fait, je pense, Benjamin, que vous faites allusion à des problèmes de non-conformité détectés lors d'un contrôle officiel ou lors d'alertes sanitaires dans notre secteur, et où on a une forte hétérogénéité de réaction des DTPP et qui demandent effectivement, qui ont eu tendance par moment à prévenir les éleveurs sans prévenir le fabricant. Et donc, effectivement, c'est des choses qu'on est en train de discuter avec la DGAL sur un document de gestion des alertes, puisqu'on est dans ce cadre-là, pour justement clarifier qui doit prévenir quoi, qui, dans quelles circonstances, et qui a été en grande partie clarifié sur le dossier salmonelle, puisque je pense que c'est à celui-ci que vous faites particulièrement allusion. Exactement. Merci Valérie. Et on a Denis aussi qui veut rajouter un petit mot sur le sujet. Oui, j'en profite pour dire que c'est... on va se régler. Pour dire que c'est dommage qu'on ait pas pu tenir, là, je dis ça pour les communicants, la réunion ministère de l'Agriculture ce matin, on devait justement parler de ce genre de choses. Mais d'une manière générale, je voulais juste, parce que j'ai aussi eu ma carrière à gérer 2-3 crises, et j'en profite parce que vous avez parlé tous les deux, là, Benjamin et Simon, d'anticiper avec les parties prenantes, etc. Il faut vraiment mettre toutes ces parties prenantes, et notamment officielles, les services déconcentrés de l'État, évidemment la presse, la chambre d'agriculture, enfin les amis, quoi. Plus on a d'amis avant, plus c'est facile de gérer une crise, quoi. Il n'y a rien de pire que moi je l'ai vécu, de dire ah là là, il faut appeler un tel, mais au fait il s'appelle comment, c'est qui, tu as son numéro, président, tu le connais ce gars-là, tu connais évidemment les politiques, le conseil général, etc., etc. Bon voilà, c'était juste ma petite contribution sur ce sujet-là, quoi. Mais parce que les services déconcentrés ou concentrés d'ailleurs, ça peut être évidemment la DGL par exemple, etc. C'est toujours mieux s'ils vous connaissent, s'ils nous connaissent, si on se connaît, quoi. C'est toujours mieux, d'une manière générale. Merci. Merci. D'autres questions? Il y a toujours Denis qui avait une idée. Non, je la rebaisse, pardon. Bon, écoutez, enfin... Alors, est-ce que ça fait... Non, c'est bon, on n'a plus l'écho. Ok. Peut-être un peu. Non, mais bon, s'il n'y a plus de questions, en tous les cas, on va vous remercier. En tout cas, on a un peu dépassé de 10 minutes, mais c'est parce qu'il y avait des présentations de très grande qualité. Merci à tous déjà d'avoir participé. Merci à Simon, à Émilie, Fanny, d'avoir pris le temps aussi de présenter tous ces éléments-là. Donc, on vous enverra bien entendu le replay de ce webinaire. Vous pouvez le diffuser aux personnes qui n'ont pas pu assister. À noter donc, oui, ce qu'on disait, à la fois le guide de la communication de crise que Simon a parcouru, vous a présenté, et donc aussi un peu un document de 4-5 pages pour vous présenter les bases. Vous pouvez déjà cliquer dessus pour aller les récupérer sur le site de la coopération agricole, donc n'hésitez pas. Oui, la présentation, bien entendu, Annie, il y aura le replay et le support qui sera bien entendu diffusé. Et à noter que côté la coopération agricole, on travaille pour vous proposer un document un peu plus complet plutôt de procédure de gestion de crise. Voilà, tout à l'heure, Émilie parlait de s'appuyer sur un système qualité. Donc voilà, comment en tous les cas cette réflexion en PDCA peut vous amener à établir, améliorer votre procédure de gestion de crise. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille et qui sera disponible avant l'été normalement. Donc merci beaucoup en tous les cas, passez une bonne après-midi et à très bientôt. Au revoir.